Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale santé organisée par la Mutualité française Centre-Val de Loire et l'Écho républicain. Elle a pour thème cette année la législation sur la fin de vie. La loi de 2016 a ouvert de nouveaux droits pour les malades et les personnes en fin de vie, mais elle n'a pas mis fin au débat sur l'autorisation de l'euthanasie. Comment éviter l'acharnement thérapeutique? Comment apaiser les souffrances? Faut-il faire évoluer la loi? Pour nous éclairer, Jean-Louis Touraine est l'invité de cette matinale santé. Député du Rhône et professeur de médecine, Jean-Louis Touraine a travaillé sur les déficits humanitaires et a participé au développement de la thérapie génique du sida. Élu au Parlement depuis 2007, il est membre de la Commission des affaires sociales et préside le groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. Une majorité de Français meurent à l'hôpital. Selon vous, la fin de vie se déroule-t-elle dans des conditions satisfaisantes pour un pays comme la France? Non, malheureusement non. D'abord, vous l'avez dit, beaucoup de Français décèdent à l'hôpital alors que leur souhait serait plutôt d'être chez eux entourés de leurs proches. Ce n'est pas toujours possible du fait des maladies qui amènent à l'agonie, mais quelquefois, malheureusement, on pourrait le faire et on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que il y a encore dans notre culture française, sinon un acharnement thérapeutique, mais tout au moins l'idée qu'il faut prolonger toujours davantage la survie, même si c'est une survie en phase agonique. Et donc, pour gagner quelques jours de survie, on maintient les gens à l'hôpital. Je vous donne un exemple de cette obstination déraisonnable, comme on le dit maintenant, les cancéreux qui sont traités par chimiothérapie. Eh bien, la moitié d'entre eux reçoivent encore des chimiothérapies pendant les 10 à 14 derniers jours de leur vie, alors même qu'on sait bien que ça n'a plus aucun intérêt, puisque ça leur donne des difficultés supplémentaires, des nausées, des vomissements, des problèmes divers, alors même que ça n'a plus aucune vocation pour les guérir, puisqu'on sait qu'ils sont en phase terminale. Et donc, il vaudrait beaucoup mieux être apte à un moment donné, à dire, bien, il n'y a plus de possibilité de guérison, et donc on se contente de ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire calmer la douleur, rendre cette fin de vie la plus confortable possible, etc. Et puis, la deuxième chose qui manque cruellement, c'est d'écouter la vie du malade. Nous sommes dans la France du XXIe siècle. Rendons-nous compte, les femmes, déjà en 1975, et c'est heureux, et il avait fallu des luttes importantes, ont pu disposer du droit en définitive, de disposer de leur corps comme elles le souhaitent, en particulier de prolonger ou non leur grossesse selon leurs désirs, selon leurs possibilités. En 1975, eh bien en 2020, une personne en agonie n'a pas le droit de disposer de son corps, n'a pas le droit de définir son destin. On lui impose une agonie parfois cruelle jusqu'à son terme, sans qu'elle puisse dire « stop, j'en peux plus, aidez-moi à passer ce cap sans douleur et sans prolongation inutile ». Rosemarie Minaillot, qui est la présidente de la Mutualité française Centre-Val de Loire, a souhaité vous poser une question. Je me fais sa parole. Elle nous dit que dans le cadre de son espace fédéral d'éthique, la Fédération nationale de la Mutualité française propose que l'euthanasie puisse être légalisée. Pensez-vous que l'état d'esprit des Français soit mûr pour ce droit? Oui, un sondage récent a montré que 96% des Français souhaiteraient que le droit existe au choix du mode de fin de vie. Ça ne veut pas dire que 96% des Français veulent eux-mêmes bénéficier de l'administration d'un produit létal. Non, ça veut dire que 96% des Français souhaitent que légalement, il soit possible de le demander et de le recevoir quand on en a un besoin, et que c'est également validé, bien entendu, par les médecins qui s'occupent du malade. Il est clair que cette aide active à mourir ne doit pas être dispensée
pour des gens qui ont une dépression mentale, pour quelque raison que ce soit, c'est un autre traitement qu'il faut. Mais ce n'est pas de se résigner à cette demande de mort que certains peuvent avoir et qui n'est pas justifiée médicalement, j'entends. Je ne juge pas, bien évidemment, d'aucune façon, les choix et les options de suicide chez ceux qui estiment que c'est pour eux l'option qu'ils préfèrent. Mais à ce moment-là, ce n'est pas à notre société d'aider quelqu'un de bien portant à développer un suicide. Donc, notre rôle en tant que société est simplement d'aider des gens qui sont fragiles, vulnérables, en fin de vie, ne pouvant pas eux-mêmes mettre un terme à la vie qu'ils ne supportent plus du fait de leur maladie. Et à ce moment-là, une fois qu'un médecin dit oui, c'est vrai, cette personne a une maladie incurable et elle est en fin de vie, c'est-à-dire que cette maladie est arrivée à son terme d'évolution, et donc le pronostic est mauvais, mortel à court terme, à ce moment-là, évidemment, la personne dit « je veux ou je ne veux pas bénéficier de ceci ou cela ». Donc, si 96% des Français veulent que le droit existe, ben je pense que ce n'est plus du tout une question clivante. C'est une question qui est déjà résolue dans la société. Mais c'est souvent le cas, vous l'avez constaté dans le passé, dans notre pays, les décideurs, que ce soit les décideurs politiques, ou les décideurs scientifiques et médicaux, enfin l'ensemble de ceux en charge de ces questions, sont toujours plus lents à se laisser convaincre que la société en général. Cependant, quand on en est à un niveau de 96% de volonté dans la population, là je crois qu'il faut se dire il est important de le faire vite, maintenant, sans laisser attendre davantage. Vous savez, il y a une très belle phrase qui est attribuée à Victor Hugo. Alors, on conteste le fait que ce soit lui qui l'ait vraiment prononcée, mais qu'importe. En tout cas, il aurait pu la prononcer et on lui attribue. C'est une phrase qui dit que rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Eh bien, en 1975, l'heure était venue d'accorder aux femmes la possibilité de décider si elles voulaient ou non prolonger leur grossesse. En 2020, l'heure est vraiment venue de décider, de laisser les personnes décider elles-mêmes si elles veulent ou non prolonger leur agonie. Vous aviez déposé un projet de loi sur la fin de vie en 2017. Depuis, rien n'a bougé. Est-il encore possible, selon vous, qu'une loi soit votée d'ici la fin du quinquennat ? Alors, je l'espère, je m'y emploie. Depuis 2017, j'ai présidé un groupe à l'Assemblée nationale où il y avait un très grand nombre de députés. Ça a été un des groupes les plus actifs. Un groupe de travail, des députés de tous les bords se sont réunis une fois par mois en moyenne en auditionnant beaucoup de gens de France concernés par cela, mais aussi d'autres pays, tels que la Belgique par exemple, tous ceux qui sont impliqués dans ces conditions, autant dans les sénateurs ou anciens ministres belges qui ont développé la loi il y a maintenant une vingtaine d'années et qui nous expliquent comment c'est appliqué depuis cette époque-là, que dans les médecins qui le réalisent. On a vu même que, par exemple, en Belgique, des médecins catholiques pratiquent l'euthanasie dans des hôpitaux catholiques, parfois même à des prêtres qui demandent l'application de cette fin de vie parce qu'ils supportent mal l'agonie qu'ils subissent. Ce qui prouve bien que ce n'est pas une question qui est uniquement de nature religieuse. D'ailleurs, sur ces questions, quand on interroge les pratiquants, les catholiques pratiquants, pour déjà prendre cet exemple, eh bien, la majorité d'entre eux est favorable à ce qu'il y ait ce droit qui existe. 72% d'entre eux, d'après le journal La Croix, qui est un journal catholique, montrent que 72% des fidèles souhaitent cela. Donc ça prouve bien que c'est une volonté qui est assez largement partagée, quelle que soit la philosophie de chacun, quelle que soit la croyance religieuse, quels que soient même les messages émis par les autorités. Puisque, vous le savez, je vous parlais des catholiques, les autorités hiérarchiques catholiques ne préconisent pas l'octroi de ce droit au choix,
Mais les fidèles, eux, le réclament. C'est un petit peu, si vous voulez, un élément de comparaison, ce qui se passe pour la contraception. Il n'y a pas d'archevêque qui préconise le développement de la contraception, mais inversement, il y a très très peu de femmes catholiques qui s'interdisent de recourir à la contraception quand cela est souhaitable. Vous préférez utiliser le terme d'aide active à mourir plutôt que euthanasie? Oui, mais en fait, c'est la même chose. Aide active à mourir, ça peut inclure aussi le suicide assisté, si vous voulez. Suicide assisté, c'est aussi quelqu'un qui bénéficie d'une aide active à mourir, puisqu'on lui donne un produit que lui-même s'administre. Donc, on lui a simplement procuré le produit. Bon, donc ça inclut ça. Et puis aussi, surtout, et c'est là où je crois que c'est la raison pour laquelle je choisis ce terme, quand on dit aide active, ça veut dire j'aide quelqu'un qui m'a demandé son aide. Je ne provoque pas sa fin de vie. Je ne provoque pas sa mort. C'est pas moi qui le décide. Vous savez, on a accusé parfois, ça a pu se produire malheureusement, mais c'est rare, je l'espère en tout cas, certains services hospitaliers de dire bon bah telle personne là c'est fini, il est inconscient, il n'y a plus d'espoir, sa maladie l'emporte, etc. Mais il occupe un lit, on a d'autres malades qui attendent, qui seraient beaucoup mieux, pour lesquels il serait beaucoup mieux de pouvoir les traiter correctement, et on serait plus utile avec eux. Donc on a pu accuser que parfois on faisait passer de vie à trépas des personnes sans que quiconque ne soit informé. Eh bien, ça, bien sûr, c'est une euthanasie, mais ça n'est pas une aide active à mourir. C'est pour ça que moi, je récuse ces euthanasies non voulues par la personne. Vraiment, ce que je voudrais résumer dans cette intervention, c'est que ce qui me paraît le plus important, c'est d'entendre, et dans toute la mesure du possible, si elle est raisonnable, respecter la volonté de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour décider à sa place. Sortons de cet ancien paternalisme où, que ce soit le corps médical, les autorités administratives, les autorités religieuses, quiconque décide à la place de la personne, le malade lui-même doit pouvoir exprimer son point de vue, et c'est lui qui doit savoir quel choix il faut privilégier pour organiser cette fin de vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle aide active, moi je trouve que le mot aide veut vraiment dire cela. C'est un accompagnement à la demande de la personne. Personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions sur la fin de vie? J'ai commencé ma carrière, comme tous les jeunes médecins à l'époque, à appliquer ce qu'on m'avait appris. Et j'ai donc, en réanimation, essayé de faire vivre le plus longtemps possible. Et puis, j'ai eu quelquefois des interrogations, en me disant, je me souviens encore d'une femme âgée, qu'avec le massage cardiaque, j'avais pu réanimer. Et puis après, je me rendais compte que la maladie qu'elle avait la prédisposait en fait à une mort prochaine, et quel était le sens de lui avoir donné une semaine de plus de survie douloureuse, parce qu'en plus, c'était une maladie qui provoque des douleurs osseuses importantes et qui était à l'époque assez mal calmée. Quoi qu'il en soit, je me suis posé ces questions, mais je ne les ai pas résolues. Ensuite, j'ai eu, deuxième chose, je me suis occupé de beaucoup d'enfants avec des maladies très très graves, des maladies génétiques, des maladies qui les amènent à décéder dans les premiers mois ou les premières années de la vie. Et j'ai pu à l'époque découvrir des nouveaux traitements pour la première fois au monde et qui ensuite maintenant sont appliqués dans beaucoup de pays par des greffes de certaines variétés de cellules souches. C'est des formules qu'on traite avec ces cellules souches. Puis après même, à les traiter avant même la naissance, quand on peut faire le diagnostic avant la naissance. Et évidemment, c'est extrêmement satisfaisant pour ces enfants et surtout leurs familles, mais pour moi aussi, quand je les revois 30 ou 40 ans après, de les voir maintenant adultes en pleine santé, ayant eux-mêmes des enfants pleins de vie et de santé, et c'est très très gratifiant. Bien sûr, ça m'a... Mais évidemment, vous n'imaginez pas que tout de suite, je n'ai eu que des succès. Il y a eu, parmi les premiers retraités, certains qui ont eu des succès, et c'est pour ça que j'ai le recul dont je vous parle, mais pour d'autres, ils avaient des maladies un peu différentes pour lesquelles le traitement n'apportait pas
les mêmes succès et quelquefois leur donnait quelques années de survie supplémentaires dans des conditions difficiles, mais malheureusement ils décédaient. Et je me suis posé la question à ce moment-là si ceux qui avaient des très très grands troubles neurologiques parmi ces enfants, qui échappaient aux bénéfices de ces traitements, est-ce qu'il fallait continuer à considérer que c'était une indication de ces tentatives thérapeutiques ou est-ce qu'il fallait mieux, tant qu'on n'avait pas de traitement meilleur, se résigner. Enfin est arrivé le sida à partir de 1981 et donc on a eu pas mal de malades dans la fin des années 80 et le début des années 90 qui décédaient parce qu'il n'y avait aucun traitement. Des hommes jeunes surtout, et ils avaient perdu beaucoup de poids. Il y en a qui faisaient plus que 40 kilos, qui avaient plus que la peau sur les os, qui avaient des tumeurs de partout, ce qu'on appelle le sarcome de Kaposi, qui était infecté, qui tout ça. Ils étaient dans un état tellement délabré, si je peux dire, que plusieurs m'ont dit « Ne laissez plus entrer dans ma chambre ma mère et mes amis, je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. » Et ils mouraient. En plus, leur fin de vie était très douloureuse et les traitements qu'on avait n'étaient pas suffisants. Et donc, j'ai demandé à un de mes assistants d'aller voir en Suisse où ils avaient une avancée sur la France dans le traitement des douleurs rebelles. Donc, il est allé à Genève et il a fait un stage. Et quand il est revenu, il m'a dit « Il faut que nous utilisions des doses 10 fois plus fortes de morphine. » Alors là, j'ai levé le bras au ciel et j'ai dit « Oui, mais avec ces doses 10 fois plus fortes, des fois, il y en a un ou l'autre qui va mourir, hein, parce que c'est des doses qui, quelquefois, provoquent des défaillances respiratoires et des difficultés variées. » Et il m'a dit « Et alors, même si ça aboutit à ça, ces gens qui sont totalement en fin de vie, avec des douleurs insupportables, même si le traitement qu'on leur donne les ampute de quelques jours de vie, est-ce que ça sera vraiment une si mauvaise chose que cela ?» Ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça. Donc, vous voyez, ça remonte à cette période-là où je me suis dit, mais il faut qu'on progresse. Et donc, petit à petit, j'ai réfléchi, j'ai discuté. Il y a plusieurs associations qui militent là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis vraiment fait une conviction, mais je dirais largement autant en tant qu'humain qu'en tant que médecin, puisque ce n'est pas pour moi une question médicale, cela. Le médecin n'est que le technicien qui peut apporter l'aide. Mais la décision elle-même, elle est humaine. Et donc, sur le plan humain, je me suis vraiment fait cette conviction qu'il faut accompagner ces personnes qui n'ont plus d'espoir. C'est un écrivain contemporain qui indique très, très justement à quoi servirait-il d'augmenter l'espérance de vie si c'est pour une vie sans aucun espoir. Vous voyez, une vie qui n'a pas d'espérance parce que une fois que vous avez tous vos organes détruits, que vous êtes en fin de vie d'une maladie effrayante, que vous savez que vos jours sont comptés, vous n'avez plus d'espoir, vous ne pouvez plus vous projeter dans le futur, eh bien, à ce moment-là, à quoi ça sert d'augmenter et de prolonger encore davantage la vie? Je pense sincèrement que beaucoup de gens sont dans cette réflexion-là, et ceux qui ne le sont pas, je les respecte tout autant. Je ne leur demande pas la raison pour laquelle ils ne veulent pas, je respecte leur point de vue, et je voudrais simplement que chacun puisse avoir la mort la plus douce selon ses propres critères à lui. Merci pour tous ces éclairages, Monsieur Touraine. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.